Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Une nouvelle qui a fait beaucoup réagir au cours des dernières semaines, c'est la décision du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu d'allonger les horaires jusqu'à 20 h. Ce ne sera pas 5 jours semaine, là, je pense que c'est 2 ou 3 soirs par semaine. Ça a bien sûr des répercussions, mais il y a évidemment des raisons derrière cette décision. Et pour nous en parler, on a la directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Nathalie Beaudoin. Mme Beaudoin, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, ça fait réagir, bien sûr. Ce n'est pas sans affecter le personnel et les étudiants, mais évidemment, c'est une décision que vous avez réfléchi. Quelles sont les raisons, donc premières, là, derrière cette décision d'allonger les horaires au Cégep jusqu'à 20 heures? Oui, puis on comprend les inquiétudes et on échange avec les membres du personnel, avec les étudiants et étudiantes aussi. La grande, je dirais, le grand considérant là-dedans, c'est que le Cégep vit une croissance historique, une croissance au-delà de toutes les prévisions ministérielles et nos propres prévisions qui étaient davantage à la hausse que celle du ministère. Mm-hmm. Alors, pour vous dire des chiffres, parce que les chiffres parlent, l'automne 2024, le réel au niveau de la population étudiante, au niveau de l'enseignement ordinaire, était de 3 500 étudiants, j'arrondis. Automne 2025, 3 900 étudiants. Et pour l'automne qui s'en vient, c'est 4 138 étudiants. Alors, si on ne prenait pas cette décision-là, on laissait au bas mot 350 jeunes sur le trottoir qui sont dans la région et beaucoup d'autres collèges ont aussi une augmentation de leur propre clientèle et d'élargir le cadre horaire, ça se fait dans le réseau collégial. Il y a même des cégeps qui l'ont fait il y a 10 ans et d'opérer ce changement-là, bien, c'est une gestion de changement. Et ces collèges-là qui ont pris la décision ont eu aussi à vivre certaines, je dirais, certaines inquiétudes et expressions là, de ces points de vue-là. Vous avez parlé des chiffres d'augmentation, mais je pense que si on extrapole jusqu'en 2035, là, c'est plus de 1000 étudiants là, de plus que vous allez accueillir au Cégep. Hein? C'est exactement ça. Et là, oui, il y a l'élargissement du cadre horaire, mais il y a beaucoup de solutions qui ont été prévues, planifiées et qui ont eu leur effet et leurs résultats également. On y travaille depuis 2019. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'augmentation est comme ça plutôt que comme ça pour notre collège. C'est une bonne nouvelle parce que le collège jouit d'une très belle réputation. C'est une très bonne nouvelle parce que les jeunes veulent étudier et ça doit être accessible parce que les cégeps, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Mm-hmm. C'est l'accessibilité aux études, c'est notre mission première et c'est enchâssé dans la loi sur les collèges aussi. Alors, le ministère nous demande de trouver des solutions. Alors, on y travaille depuis 2019-2020. On a fait 3 demandes d'agrandissement. On était déjà en déficit d'espace en 2019-2020. Ouais. Maintenant, on est en grand déficit d'espace, mais il y a eu quand même des solutions qui ont été élaborées. On a 7 classes supplémentaires depuis 1 an et demi. On a agrandi la bibliothèque par en dedans et on a doublé les espaces pour les personnes pour qu'ils s'installent dans la bibliothèque. On a une future salle de classe avec les serres pour le programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles. On va avoir une salle de classe de plus à l'arrière, attenante aux serres. Puis on a la clinique de santé globale, le nouveau bâtiment pour nos 4 programmes de santé, mais il va y avoir des nouvelles salles de classe. Je comprends que cette solution-là est à moyen terme, mais on y travaille depuis 2019-2020 et les demandes de financement au niveau des fonds publics, ça ne se fait pas comme ça en quelques jours. C'est un travail de longue haleine, mais le collège a mis en place beaucoup quand même un plan au niveau de ses infrastructures. Et là, on était rendu à l'élargissement du cadre horaire. On a sondé la communauté l'année passée en prévision de cet automne. Mais là, puisque les demandes explosent, on a un boom phénoménal. Alors, on a pris en compte les commentaires l'année dernière au niveau du sondage. Mm-hmm. Évidemment que la situation idéale, c'est d'avoir tous les espaces, toutes les salles de classe et ne pas avoir à choisir cette solution-là. Mais certains cégeps l'ont fait et il y a des données quand même probantes à ce niveau-là. Et on est une maison d'enseignement supérieur, donc on se rapproche des universités également. On n'est pas une école primaire. Non. Alors, et c'est jusqu'à 20 heures. C'est 3 soirs, pour être bien précise. Lundi, mardi, mercredi soir. Et c'est pas
tous les étudiants qui vont avoir des cours du soir. Bon, c'est ça, il faut le préciser, là. Donc, ça Oui. ne touche pas tous les étudiants, ça touche certains groupes, en fait, là, où il y a plusieurs groupes dans le même secteur. Là. Expliquez-nous peut-être là, à qui ça touche exactement. Bien, écoutez, là, on va fabriquer les horaires. Là, pour l'instant, il fallait prendre la décision. Puis pour le collège, on a un comité institutionnel de consultation sur lequel siègent les enseignants, les étudiants, le personnel de soutien, professionnels, cadres, direction des études. Et ils sont arrivés à formuler une recommandation en février en disant, bien, en regardant les solutions pour l'automne à court terme, c'est une solution pour la session prochaine. Donc, ça va être d'élargir le cadre. Lundi, mardi, mercredi soir, jusqu'à 20 h. Dans la convention, c'est conventionné. Le collège pourrait ouvrir jusqu'à 23 h, mais on a décidé de ne pas ouvrir jusqu'à 23 h. Donc, jusqu'à 20 h. Et bien évidemment, tout ça est bien planifié. Le quart d'horaire, c'est de 8 à 18 h à l'heure actuelle, cette année, et depuis les dernières années. Le quart d'horaire va ouvrir jusqu'à 20 h, mais les étudiants qui vont avoir des cours jusqu'à 20 h vont commencer à 10 h le matin. Parce que vous voulez un 14 heures d'écart, je pense, entre la fin des cours et la reprise le jour suivant. Tout à fait. Et ça va être une soirée. Ça, c'est pas nécessairement une soirée, mais les étudiants ou les enseignants qui vont avoir à travailler le soir, ça va être une soirée et on va y aller au niveau des enseignants au départ sur une base volontaire. Donc, on travaille vraiment là, de proximité pour vraiment planifier ce changement-là dans notre collège. Alors, il y a des étudiants qui n'auront pas nécessairement des cours du soir. Ceux qui vont en avoir, ça va être une soirée. Parce que les craintes des enseignants, c'était de terminer plus tard, donc pour la charge de travail. Et pour les étudiants, c'est le transport collectif, parce que beaucoup d'étudiants viennent en autobus et le système d'autobus n'est peut-être pas nécessairement adapté pour l'horaire que vous voulez faire. Et surtout pour les étudiants qui travaillent le soir, par exemple, dans des dépanneurs, qui leur permettent d'étudier tout. Et là, bien, en prolongeant ça jusqu'à 20 h, pourraient perdre des quarts de travail. Bien, c'est une soirée par semaine, donc il faut moduler. Là. C'est tout en nuances, tout ça. Et donc, on a regardé les choses pour bien faire les choses, là, pour ne pas le faire au détriment des personnes. On voulait l'annoncer aussi avant le 1er mars, la date limite pour les demandes d'admission au niveau du SRAM. On trouvait important que les futurs étudiants soient au courant avant de s'inscrire dans notre collège. Et ça ne touchera pas tous les programmes non plus du cégep, là, ce prolongement. Il est encore tôt pour le dire, mais évidemment qu'on va maximiser, on a déjà maximisé les horaires de 8 à 18 heures. Là, ça va permettre de détendre, puis ça va aussi donner, je dirais, des solutions pour le stationnement, pour les espaces, aussi la cafétéria, etc. Il va y avoir une offre alimentaire, il va y avoir du transport offert. On est en train de travailler là-dessus, sur des solutions. Et si ce n'est pas le transport en commun, ça sera d'autres moyens de transport. Il y a du covoiturage aussi. Donc, on a une panoplie quand même de solutions depuis des années. C'est sûr que ça demande un ajustement. Ça demande une adaptation pour les gens, puis ça, on est conscient de ça. Mais ça risque de toucher les programmes qui sont plus populaires, où il y a plus d'étudiants, par exemple, inscrits dans une technique particulière. Donc, ça risque de toucher ces programmes-là. Là. Oui, tout à fait. Puis, c'est certain qu'il va y avoir des contraintes horaires pour la conciliation travail-famille, les étudiants qui sont parents ou des choses comme ça. Il y a tout un cadre là, qui a été élaboré pour vraiment tenir en compte là, et faire ça de façon, de la façon la plus humaine possible. Bon. Vous dites qu'il y a un cadre. Donc, est-ce que ce qui a été proposé sera mis en place officiellement ou il y a encore place à de l'ouverture ou ça reste à être adopté? Je vous dirais que le cadre, dans la façon dont on va faire les choses, on trouve des solutions. Les étudiants qui participent à des activités sportives, culturelles et tout ça va être considéré. Et ce n'est pas tous les collèges qui font ça, mais nous, on a décidé de le faire de façon humaine. On va voir dans la confection des horaires comment ça va se traduire. Ça va être une première aussi, mais toutes nos équipes sont vraiment à l'œuvre. Oui, parce que c'était une autre crainte aussi, les activités parascolaires. Parce qu'il y a les équipes sportives, mais il y a aussi le théâtre, puis tout ce qui a rapport aux activités parascolaires là, qui risquaient d'être touchées. Donc, il y avait de l'inquiétude de ce côté-là au niveau des étudiants. Bien, on est très au fait. Puis le sondage l'année passée qui a été fait là, en février auprès de l'ensemble
des services, des secteurs, des étudiants, des enseignants. Évidemment que le souhait de départ, c'est le statu quo. Mais le statu quo n'est pas possible. Puis, au ministère, pour un collège qui prend cette décision-là, qui est conventionnée, je le dis bien, là, c'est dans la convention, on peut le faire et tout ça, bien, le ministère va financer nos demandes d'agrandissement. Si on ne maximise pas déjà en lien avec la convention et ce qui est fait aussi à certains égards dans le réseau, bien, le ministère va investir dans les cégeps qui ont déployé toutes les solutions, là. Et on regarde aussi la réussite éducative à ce niveau-là, là. Tout ça est bien pris en charge avec notre direction des études. Bon, vous avez parlé de 2019. Est-ce que ça a été l'année où vous avez commencé à réfléchir sur la possibilité d'élargir les horaires, où il y a eu un élément déclencheur? C'est pas en 2019. En 2019, on n'était pas dans la situation actuelle d'avoir une croissance phénoménale de la population étudiante. On était dans un déficit d'espace, mais tout était correct au niveau du cadre horaire. Au niveau des inscriptions là, et tout ça. De 8 à 18 heures, on n'était pas là du tout. Où ce qu'on était, c'était qu'il y avait des besoins au niveau de certains programmes. C'est sûr qu'on manquait d'espace. On était en déficit d'espace. Alors, on a été très proactifs. On a déposé nos 3 projets de demande d'agrandissement, la clinique de santé globale, l'auditorium pour plusieurs programmes et le centre sportif aussi parce qu'on manque de plateaux sportifs. Alors, tout ça a été déposé. La clinique de santé globale, bien là, on est bien avancé. On attend la lettre signée de la ministre. Elle est rendue au Conseil du Trésor à l'heure actuelle. Donc, on attend cette lettre-là parce qu'on a fait l'appel d'offres. On respecte le budget du PQI de 33 millions. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc là, on est vraiment sur le point de commencer les travaux. On attend de recevoir la lettre incessamment. C'est ça, parce que ça a été réinscrit dans le dernier budget, dans le plan quinquennal d'infrastructure du Québec. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bien, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça a pris quelques années, mais ça n'a pas pris tant de temps que ça. Mais on continue à travailler aussi au niveau du complexe sportif, au niveau de l'auditorium avec le gouvernement. Et là, on dit au gouvernement, on a élargi notre cadre horaire. Maintenant, on a besoin, on vous réitère nos besoins en matière d'infrastructure. Puis on le sait, le réseau collégial, pour les collèges où ça déborde, on est sous-financé. Mais ça, c'est une réalité à l'heure actuelle au niveau des fonds publics. Bon. Mais ça me ramène à ma question initiale. Donc, quel a été l'élément déclencheur, là, le moment qui vous a fait réfléchir à l'idée donc de prolonger les horaires? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait en sorte là, que la réflexion s'est mise en marche? Oui, mais c'est en fonction des données de l'effectif étudiant de 2024, effectivement. Donc, on a commencé à regarder les données prospectives. Ça, c'est à l'automne 2024, en se disant, oh, là, les prévisions sont là, nos prévisions sont là, et ce qui arrive, c'est là. Et ça, bien, il n'y a personne qui a de boule de cristal. On le savait qu'il allait avoir une augmentation, mais pas une augmentation aussi fulgurante. Automne 2024, on a commencé à regarder les prévisions. Hiver 2025, on a travaillé sur des éléments de contexte, le préambule qui disait que, oui, on allait avoir une clinique de santé globale. On a eu des modulaires supplémentaires. Il va falloir avoir des bâtiments de plus. Mais là, dans la vision du collège, dans notre sondage, on mettait en jeu un de ces éléments-là. On mettait en jeu aussi d'autres éléments et on leur a fait part qu'on avait besoin d'avoir leur point de vue parce qu'on a des experts dans notre collège, on a des gens qui sont très proactifs. Alors, on leur a demandé dans ce sondage-là des solutions auquel cas la direction du collège et le comité paritaire s'est penché sur ces solutions-là. Donc, oui, ça faisait partie des solutions à l'hiver 2025. Okay. Bon. Est-ce qu'il y a des programmes en particulier qui sont touchés par l'augmentation des étudiants ou c'est réparti un peu dans tous vos programmes au Cégep? À l'heure actuelle, c'est réparti, je vous dirais, pas mal de façon générale dans tous les programmes. Il y a quelques programmes qui pourraient accueillir plus d'étudiants. Okay. Et il y a des campagnes de promotion, d'ailleurs, pour faire connaître ces professions-là. Je parle d'analyse biomédicale, qui est un magnifique programme, mais qui est peut-être encore trop méconnu. Gestion et technologie d'entreprises agricoles, où il y a des besoins immenses dans notre région. On a vraiment pris le leadership de rénover nos serres puis de relancer la promotion de ce programme-là avec
le département, avec la direction et tout ça, ce sont des programmes où on pourra avoir plus d'étudiants. Informatique, à l'heure actuelle, c'est dans le réseau collégial au complet, il y a une baisse par rapport à la situation. Souvent, c'est des raisons qui sont très liées au contexte externe, au contexte du milieu du travail, etc. Donc, pour répondre à votre question, l'ensemble des programmes sont en hausse, mais ces 3 programmes-là, entre autres, pourraient accueillir davantage d'étudiants. Donc, c'est un peu la qualité des programmes que vous offrez qui explique cette augmentation-là quand même importante, parce que ces étudiants-là pourraient s'inscrire ailleurs, mais ils choisissent Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est multifactoriel, je vous dirais. Donc, oui, il y a eu un boom démographique, puis c'est pour ça que la Fédération des cégeps annonce une croissance phénoménale et indique au ministère et au gouvernement de réinvestir dans nos infrastructures. C'est criant, c'est urgent, c'est prioritaire de notre point de vue parce que c'est la formation de notre relève. Mais c'est ça. Bon. En fait, je vois ça comme une bonne nouvelle parce que on parle souvent de décrochage, on parle souvent de manque d'intérêt des élèves envers l'école en particulier. Et le fait que les étudiants veulent continuer, veulent prendre le chemin du cégep pour aller se chercher un métier, une profession, ou même juste des connaissances, bien, c'est signe que les étudiants, dans le fond, trouvent une bonne solution dans le cégep, justement, c'est une bonne voie pour eux. Oui, et on est très heureux de ça. C'est une bonne nouvelle. Évidemment que la gestion des espaces, c'est un grand, grand défi. Et ça, on ne minimise pas ça. Mais là, je vous parle de solutions pour l'automne, mais on est en branle pour d'autres solutions. Louer un espace, des locaux dans la ville. Oui. Ça, on est en train de regarder ça. Avoir comme un campus, là, quelque chose un autre comme ça. campus. Donc, on est en train de regarder ça. On a engagé une courtière immobilière pour nous accompagner dans cette voie-là. Mais c'est sûr que tous scénarios ont leurs avantages et désavantages. Ça risque de créer des difficultés, des contraintes pour des personnes. Oui, puis ça va être du temps aussi avant d'arriver à cela. Mais pour nous, c'est de respecter la mission, c'est de rendre accessibles les études au plus grand nombre. Ça fait partie vraiment de notre mission. Mme Beaudoin, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et puis, on va espérer que ça se fasse dans l'harmonie et que tout se passe très bien. Merci à vous. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Un des plus importants campings en Montérégie, peut-être même le plus important, fête ses 60 ans. C'est le camping du domaine du Rêve à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Et pour nous en parler, j'ai un des copropriétaires du camping, M. Claude Gingras, pour venir nous en parler. M. Gingras, bonjour. Bonjour. 160 ans, c'est pas rien quand même, hein? C'est quasiment une vie. Ben oui, Là, c'est quasiment 3 vies. 3 vies parce que vous êtes la 3e génération. Non, nous, on est la 2e. Vous êtes la 2e? Là, c'est nos enfants qui embarquent avec nous, là. Oui, c'est ça. Donc, ça fait quand même 3 générations de Gingras qui dirigent donc le camping. Donc, est-ce que vous allez souligner ça de façon particulière? On a certaines activités spéciales qu'on va dévoiler en début de saison. On a 2 fins de semaine qui sont assez mouvementées. Bon. Qu'est-ce qui fait que le camping célèbre ses 60 ans? Qu'est-ce qui explique ce succès-là, selon vous? Je te dirais, c'est une grosse partie de la région où c'est qu'on est. On est pas loin de Montréal. Notre clientèle vient souvent de Montréal. Puis en plus de ça, je pense qu'on est des bons propriétaires. Mon père l'a fait il y a 60 ans. On a pris la relève avec Yves là, à peu près une trentaine d'années. Puis là, c'est nos enfants qui prennent la relève. Je pense qu'ils sont bien chez nous. Bien, je pense pas qu'ils sont bien chez nous. Ils reviennent tous. Oui, c'est ça. Ils reviennent tous. Mais comment vous décririez l'évolution du camping en 60 ans, lorsque vos parents ont parti le camping et ce que c'est aujourd'hui? Quand ça a commencé, ça, le domaine du rêve, ça a commencé avec l'autoroute 10. Mon père a vendu de la terre pour la construction de l'autoroute 10. Ça a fait nos lacs. Nos lacs artificiels sont arrivés là. Ensuite de ça, petit à petit, le monde a passé la journée à la plage. Ça a commencé comme ça. Après ça, il y en a dit « Hey, on pourrait-tu coucher? » Oui. Puis petit à petit, ça s'est fait qu'on est rendu avec un camping avec 800 terrains. Puis une plage publique qui est en demande
depuis d'année en année. Oui, oui, oui. Donc, quand je disais qu'en début d'entrevue que c'était un des plus importants, sinon le plus important à Montérégie, c'est pas mal ça, 800 places de camping. Là, On n'est pas les gros campings, mais on est dans les petits gros. Dans les petits gros. Dans les petits gros. Bon, vous parliez donc qu'il y aurait des activités spéciales. Il y en a une particulièrement, là, une fin de semaine, les 21 et 22 août, vous allez souligner les 60 ans du camping. Oui, mais tu peux pas avoir de scoop. On ne l'a pas Non, sorti encore. mais Oui, il y a quand même une fin de semaine qui a été La fin de semaine ciblée. du 21, on a 2 bons noms qui viennent le vendredi soir et le samedi, qui vont mouvementer notre saison. Au 50e, on l'avait fait. On avait fait venir une grosse orchestre pour souligner. Puis là, cette année, 10 ans après, on a encore des bons noms qui vont venir pour agrémenter cette fin de semaine-là. Bon, là, on parle de spectacle, mais est-ce que vous allez mettre l'accent sur les faits marquants qui ont du camping, des 60 ans du camping? On a pas des films, mais on a sorti des vieilles photos depuis la construction avec, quand on a commencé, la petite cabane à l'entrée, une petite cabane 4x4. Puis là, on met des photos avec l'évolution d'aujourd'hui, qu'est-ce que le camping a l'air. Qu'est-ce qui explique la fidélité de... Parce que c'est des clients, la clientèle est fidèle quand même au camping. Là. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Comme j'ai dit, je te dirais qu'on est une grosse partie de la fidélité. J'ai des campeurs qui viennent dans la maison depuis 60 ans, qui sont encore là saisonniers. Du monde, c'est le petit chez eux, c'est le petit paradis à eux autres. Sur les 800 places, là, c'est 800 places, il y a combien de saisonniers là-dedans? On a 400 saisonniers. On a un parc de maisons modulaires en avant de 100 maisons. Puis le restant, c'est des voyageurs. Bon. Là, vous l'avez dit, on arrive à la 3e génération. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller de génération en génération tout en gardant l'identité du camping? Bien, je te dirais que c'est une famille. Moi, d'autres, on a suivi les traces de mon père. Les enfants sont nés là-dedans, eux autres. Ils nous ont vu travailler 7 jours par semaine pendant tous les étés. Ils ont appris à aimer ça, puis pour eux autres, ça devient quasiment normal de travailler 7 jours par semaine. Ça se trouve être... Le camping, c'est pas un job, c'est une passion. Il faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas à ta place. Oui. Mais est-ce qu'on réussit à se renouveler quand même? Ça reste un camping, les gens veulent une certaine, pas une liberté, mais une certaine simplicité lorsqu'on fait du camping. Mais est-ce qu'on réussit à se renouveler quand même? Oui, regarde, faut toujours emmener de quoi de nouveau. C'est comme dans n'importe quoi. Faut toujours que tu t'améliores. Il y a toujours de l'amélioration à faire partout. Fait qu'à toutes les années, on a des petits quelque chose. Je me souviens, quand on a commencé, on avait seulement les lacs. On s'est emmené avec une piscine pour 500 personnes. Ensuite de ça, on a refait nos terrains de jeu pour être plus modernes. Parce que des terrains de jeu de là 50 ans et les terrains de jeu d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Les enfants sont plus... Il faut qu'ils travaillent plus. Oui, c'est ça. Fait que, petit à petit, on avance tout le temps. Mais est-ce qu'il y a place encore à grandir ou le 800 places, c'est à peu près le maximum qu'on peut aller dans le camping? Là, on est bloqué par la CPTAQ, le zonage agricole. Tout ce qu'on a dézoné, on travaille dessus. C'est ça, là, qu'est-ce qu'on fait? On modifie des terrains sans service pour les mettre avec service. On améliore un peu nos terrains pour les mettre plus adéquats. Parce que, comme je dis, depuis 60 ans, les équipements ont changé. Quand ils ont commencé à faire du camping, il y avait des roulottes de 18-19 pieds. À ça, ils sont rendus avec des roulottes de 40 pieds. Fait que là, on regarde là, pour modifier des terrains, pour les agrandir, pour être capable être plus à l'aise ces terrains. Oui. Puis une façon que vous avez trouvée aussi, et ça c'est assez particulier, c'est qu'il y a quelques années, vous avez inauguré votre propre usine d'eau usée sur le camping. Peut-être nous parler un peu de pourquoi vous en êtes arrivé là. C'était quoi le besoin? Le besoin, tu regardes les terrains, comme je l'ai dit tantôt, ça a changé beaucoup les campings. C'est rendu des petites maisons. Fait que nos systèmes étaient désuets. C'est des systèmes qui remontent à 50-60 ans. Fait qu'on regardait pour une usine. Là, on a construit une usine avec des bassins puis avec des rejets au cours d'eau. Fait qu'on est rendu... Il n'y a plus de limite là-dessus. Là. Tout ce qu'on traite, ça part, ça s'en va dans les cours d'eau après, puis il n'y a plus de limite avec ça. Mais il a fallu que vous preniez l'initiative de la construire parce que les autorisations ne venaient pas assez vite. Non, quand on a commencé ça, on a commencé ce projet-là il y a 10 ans.
Au début, on voulait s'en aller juste au bout de nos terres. On a Rougemont-Saint-Césaire qui ont une usine là. On voulait aller là. Mais là, il fallait avoir l'autorisation de nos voisins cultivateurs pour passer sur le terre. Ça a marché, oui, ça marche pas, non. Fait que, après ça, Saint-Césaire, ils nous prennent pas, ils nous prennent ou nous prennent pas. Puis au bout de 7-8 ans, on s'est tanné, puis on va construire notre propre usine à nous autres, on va être autonome. C'est nous autres qui va l'entretenir. Pour venir un peu aux besoins de la clientèle, est-ce que la clientèle, d'abord, change? Et est-ce que les besoins sont les mêmes qu'il y a quelques années pour ceux qui pratiquent le camping? Le monde, ils veulent être amusés. Mais ça n'a pas changé. Ça a toujours été comme ça. Nous autres, quand ils viennent à la maison, ils viennent pour l'espace vert. Ouais. On a beaucoup d'espace vert. On est en pleine campagne. Puis, regarde, notre clientèle, nous autres, c'est Montréal, Rive-Sud, mais on a de Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean, on est fort au Lac-Saint-Jean. Ah On a ouais? beaucoup de visiteurs qui viennent du Lac-Saint-Jean. En plus du camping, on a une plage publique. Du monde qui vient seulement passer la journée. Il s'agit de bien les servir, puis ça revient d'année après année. Puis j'imagine que vous êtes à l'écoute des besoins des gens aussi. On fait notre j'imagine. possible pour satisfaire tout le monde. Quand ils partent de la maison, il faut qu'ils soient contents. Oui. Quand ils arrivent, il faut qu'ils soient fiers de venir chez nous. La saison débute bientôt, j'imagine? 1er mai. 1er mai, hein? Là, on est en travaux, comme on a pu voir un matin. On s'est levé avec de la belle neige. Oui. Ça nous retarde un petit peu. Par les terrains, cette année, les terrains, ils ne sèchent pas. Il n'y a pas de température pour qu'ils sèchent. Oui, c'est ça. Donc, ça rend la chose un Ça, peu difficile. nous autres, ça nous ralentit. Mais le 1er mai, on va être là. Mais bon an, mal an, là, le camping, les 800 places sont occupées pas mal et puis ça va très bien. C'est très bien. Les réservations pour cet été sont quasiment complets. Les fins de semaine sont quasiment tout bookées. Il reste encore des petits trous à boucher. Puis les saisonniers, nous autres, c'est plein depuis belle lurette qu'on n'a plus de terrain pour les saisonniers. Un part, 2 arrivent. Ça marche quasiment comme ça. Bon, en tout cas, on va surveiller vos activités. Là. Je sais que ça va être dévoilé un peu plus tard, là, la programmation vraiment complète pour les 60 ans, mais on va cibler en tout cas cette fin de semaine du 21 au 22 août. Ça, c'est sûr qu'il y aura quelque chose de particulier pour souligner les 60 ans. Exact. Monsieur Gingras, merci beaucoup et puis bon succès encore pour le camping du domaine du rail. Merci beaucoup. Parfait, merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.